L'offre sécuritaire s'améliore pour la ville de Poura. La gendarmerie se voit désormais dotée d'infrastructures de commodité. Un bâtiment administratif de 175 millions de francs, inauguré par le ministre de la Sécurité. Nous y serons en ouverture d'édition pour les images et commentaires. Des nouvelles de la campagne agricole dans le centre-est, 452 000 tonnes de production céréalière initialement attendues. Prévision compromise par une deuxième séquence de poches de sécheresse. Le point de la campagne dans une poignée de minutes. L'apport des délégués généraux du FESPACO de 69 à nos jours, de Louis Tombiano à Moussa Alex, ils sont près d'une dizaine à avoir fait rayonner la biennale par leurs initiatives. Ce soir, nous partons sur leurs traces dans la page consacrée au FESPACO 2021. Une semaine à Gourcy et halte ce soir sur les hauts fourneaux de Kendibo. La localité fief des forgerons abrite des puits d'extraction de fer. Un site construit au 8e siècle avant Jésus-Christ est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous partons à sa découverte en fin d'édition. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. La gendarmerie de Poura bénéficiaire d'un bâtiment administratif, 175 millions débloqués dans le cadre du programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques. La cérémonie inaugurale a été marquée par la présence du ministre de la Sécurité, Yves Wamba et Dramanso pour le témoignage. Le maillage du territoire par la gendarmerie nationale franchit un nouveau cap dans la commune de Poura. C'est le ministre de la Sécurité et son homologue de l'économie et des finances qui remettent officiellement cette nouvelle gendarmerie aux forces de défense et de sécurité. Ce bâtiment administratif de la gendarmerie de Poura, composé de bureaux, de magasins et bien d'autres espaces de sécurité, est un investissement de 175 millions de francs CFA du PRISE, programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Pour cette commune aurifère et les localités voisines, c'est une doléance de longue date qui se réalise. C'est vrai, avant la construction, les gendarmes faisaient ce qu'ils pouvaient, mais dans des conditions pas du tout faciles. Je ne sais pas si vous avez connu, ou bien si vous avez fait un tour là où ils étaient. C'était vraiment un bâtiment délabré. Nos communes sont des communes aurifères, et qui parlent de communes aurifères, il y a forcément des attractions. Et quand il y a attraction, il y a forcément des conséquences. Et ces conséquences, vous le savez, il y a le banditisme qui est grandissant. Et je pense qu'avec ces joyaux, cela va vraiment nous aider. En remettant les clés de la nouvelle gendarmerie de Poura, les autorités ont invité les populations à faire corps avec les forces de défense et de sécurité dans un contexte de forts défis sécuritaires. Les FDS et les populations doivent travailler en osmose pour coproduire la paix. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le renseignement. C'est vrai que les FDS sont des techniciens, mais ils ont besoin d'une collaboration étroite des populations, sans lesquelles la mission ne peut pas réussir. Donc, et en plus de cela, nous voyons qu'il y a la gendarmerie, il y a la police. Ils doivent travailler en tandem, en parfaite articulation, chacun dans son rôle, pour que tous concourent à l'avènement de la sécurité. Les opérateurs économiques de Poura ont accueilli la nouvelle gendarmerie en offrant des équipements de plus de 8 millions de francs CFA. Le programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques qui était aussi à Yamané, 12 km de pistes rurales et des ouvrages de franchissement réalisés au bonheur des populations de la commune de Pa, coût estimatif à plus de 335 millions de francs CFA. Le témoignage de Yves Wamba et Dramanso. Le ministre de l'économie, Lassane Kabouré, ouvre la voie aux populations sur ce nouveau pont qui relie Yamané à Pa, le chef-lieu de la commune dans la province des Balé. C'est aussi 12 km de pistes réhabilitées qui sont ainsi inaugurées grâce au programme de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Nous avons constaté que nous pouvions apporter une solution au problème des populations. Il ressort qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont noyées ici, en voulant traverser, en voulant aller de l'autre côté. Il était tout à fait normal que le programme, le gouvernement réagisse. Oui, vous avez vu, il y a deux ponts, sans compter les zones où ils ont fait les radios là. Je vous dis, 12 km, on pouvait facilement mettre 45 à 1 heure de temps pour arriver. Pa est une cité carrefour. Grâce à ces infrastructures, elle se rapproche davantage de Yamané, une localité à fort potentiel agro-pastoral. Nous pensons que cela va contribuer à booster
le niveau de développement. Vous avez vu, c'est une région très fertile, on a traversé des champs, il y a beaucoup de potentialités. Et nous pensons que cette route va justement permettre dans les années à venir d'améliorer substantiellement le revenu des habitants qui sont dans cette partie de la commune de Ba. La construction des 12 km de route et les ouvrages de franchissement à Yamané a coûté plus de 335 millions de francs CFA, un financement du budget de l'État à travers le PRIS. 30 années de parcours pour le groupe Ebomaf qui en fait le bilan. À la faveur d'une conférence de presse, le PDG est revenu sur les accusations ou allégations visant le groupe. Il était face à des journalistes venus de la Guinée-Conakry, du Togo, du Bénin et bien sûr du Burkina. Les détails avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. Nous avons parcouru un chemin édifiant, mais tant qu'il reste autant de défis à relever, notre motivation reste inébranlable. Une conviction de Mahamadou Bonkungu, gravée en lettres d'or dans le bulletin d'information marquant les 30 ans du groupe Ebomaf, dont il est le fondateur, président, directeur général. Une trentaine d'années de parcours, jalonné d'exploits et de péripéties, sur lesquels il lève un coin de voile en présence d'hommes de médias venus du Togo, du Bénin, de la Guinée-Conakry et du Burkina. Fort de 20 000 employés, le groupe est de nos jours présent dans une quinzaine de pays africains et intervient dans des domaines divers tels le BTP, les banques, les transports, les mines, la grande distribution, les assurances, l'aviation d'affaires. Malgré un environnement continental et mondial confronté à une rude conjoncture sociale et économique, Ebomaf reste une entreprise en pleine expansion et en pleine croissance, faisant montre d'une résilience à toute épreuve et continuant d'accompagner les États africains dans leur état de progrès. Ces échanges sans langue de bois sur la vie du groupe avec la presse internationale sont pour Mahamadou Bonkungu une grande première. En réaction à certains sujets qu'il qualifie d'allégations visant à nuire à ces entreprises, il s'est voulu ferme. De vive voix, Mahamadou Bonkungu explique ici aux représentants d'un média guinéen qu'il accuse dans une de leurs émissions d'accéder par la courte échelle à des marchés en Guinée-Conakry, que leurs propos sont sans fondement. En clair, l'émission intitulée Les Grandes Gueules reproche au président du groupe Ebomaf de rompre à tort un contrat de construction de routes chiffré à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Les différents engagements souscrits par l'État de la Guinée-Conakry avec le groupe Ebomaf n'ont pas été respectés, y compris avec son Excellence le professeur Alpha Condé. Et c'est ce qui a entraîné le retrait pur et simple du groupe Ebomaf de la Guinée. Nous ne venons pas dans les pays pour répondre aux appels d'offres que les pays peuvent être amenés à lancer parce qu'ils ont déjà des fonds pour ces travaux, dédiés à ces travaux. Nous venons, lorsque nous apprenons qu'un État veut faire une route et n'a pas les moyens de mobiliser les fonds, nous venons proposer à cet État notre possibilité de mobiliser les fonds, d'exécuter la route et à partir de ce moment, l'État rembourse sur un certain nombre d'années la créance. Pointé aussi du doigt par le même média de créer sa compagnie de voyage d'affaires Lisa Transport sur le financement du budget de l'État guinéen, le président du groupe Ebomaf apporte un démenti. Tout en déplorant les cas d'accidents survenus du fait de l'exécution de certains de ces chantiers, notamment ceux du Bénin, Mahamadou Bonkungu infirme une question d'un interlocuteur de la presse béninoise. Selon le journaliste, des murmures faisaient état au Bénin d'une implication du président du groupe Ebomaf dans un complot visant à destituer le président Patrice Talon. Mes sincères condoléances aux familles éplorées, à toute la nation béninoise pour ces multiples cas d'accidents qui ont malheureusement fait des victimes. Je voudrais affirmer haut et fort, les relations avec son Excellence le président Patrice Talon sont au beau fixe. Ebomaf n'a aucun intérêt à soutenir un opposant, qu'il soit béninois, burkinabé, guinéen, etc. Nous sommes une société à but lucratif et nous travaillons avec ceux qui sont au pouvoir, y compris au Bénin. Nous n'avons pas de raison à utiliser notre argent
pour déstabiliser un régime que ce soit. La cinquantaine révolue, le natif des Dédougou s'attribue de nos jours la nationalité africaine. Une Afrique qu'il entend à travers ses œuvres contribuer davantage à bâtir et à en faire une nouvelle terre d'exploit. L'UNATRAF, pour sa part, poursuit le maillage du territoire burkinabé. Le bureau territorial de la région du Centre-Est est mis en place depuis ce 2 octobre à Koudougou. À sa charge, la défense des intérêts des acteurs du transport de la région. Moussa Ouedraogo et Nyakiteda. Avec la section de Koudougou dans le centre-ouest, l'Union nationale des transporteurs routiers autonomes du Faso est représentée dans 9 régions du Burkina. À l'instar des 8 autres sections, celle de Koudougou doit travailler à rassembler l'ensemble des acteurs du transport de la région pour la défense de leurs intérêts dans le strict respect de la réglementation en vigueur. J'ai confié à être des principaux porte-parole des transporteurs, puisque l'Union fait que défendre les intérêts des transporteurs et être aussi en partenariat avec que ce soit la commune et les autorités du pays pour pouvoir mieux mêler les transports. Le nouveau bureau se réjouit d'entrer officiellement en fonction et promet jouer sa partition pour la fluidité du transport dans le centre-ouest. Je suis heureux que le syndicat Union des transporteurs autonomes du Faso vienne nous installer à Koudou ici, au centre-ouest. On est tellement heureux. L'union fait la force. Je souhaite qu'ils restent tous unis ensemble pour toujours aider les plus hautes autorités de ce pays à régler le milieu du transport. Pour y arriver, les filles et fils de la région ainsi que les autorités locales les invitent à une organisation saine pour éviter de servir involontairement d'autres causes dans l'exercice de leurs fonctions. Un message bien capté par les transporteurs qui du reste plaident pour l'ouverture des frontières terrestres. Nous avons pas mal de difficultés aujourd'hui parce que vu la fermeture jusqu'à presque dans quelques mois, 2 ans aujourd'hui, sincèrement, les mots nous manquent pour qualifier. L'UNTRAF se veut une organisation résolument tournée vers l'entraide et pour cela, elle offre une tonne de riz et une enveloppe de 75 000 francs CFA à la mairie de Koudougou au profit des déplacés internes. Un autre nouveau bureau qui se met en place, c'est celui du syndicat burkinabé des magistrats. Une assemblée générale, la 18e, a été consacrée au renouvellement de l'instance dirigeante ce 2 octobre. Le conseil syndical entrant se veut plus engagé pour la dynamisation des structures au plan local. Le compte rendu avec Gérard Sommet et Mariama Tamboura. Voici le nouveau bureau du syndicat burkinabé des magistrats. Un conseil fort de 10 membres qui se donne pour mission de travailler à la veille déontologique et à la dynamisation des structures, entre autres. Il s'agit de leur donner une certaine autonomie, au plan local surtout, pour que les activités à ce niveau soient menées de sorte à ce que véritablement le conseil syndical soit plus autonome pour mener d'autres actions, bien plus que ce que les structures doivent pouvoir abattre au niveau local. Le magistrat, c'est également celui-là qui travaille en toute indépendance, mais qui obéit aussi à un code de règles qui garantissent la qualité du travail qu'il accomplit. Donc de ce point de vue, la moralisation est un aspect de l'indépendance qui doit nécessairement être pris en charge. Et en termes d'acquis engrangés, le conseil syndical sorti, quant à lui, note des avancées significatives, notamment au niveau des textes. Chacun note avec intérêt beaucoup d'avancées au niveau du statut des magistrats, au niveau de l'indépendance de la justice, au niveau des droits des magistrats et au niveau de la gestion de la carrière des magistrats. Pour ce qui concerne le fonctionnement des juridictions, on a essayé avec les autres syndicats d'apporter notre contribution pour des réformes qui ajoutent à l'efficacité de la justice. Cette nouvelle équipe qui arrive au lendemain de la rentrée judiciaire entend aussi travailler pour le rayonnement de la justice au Burkina Faso. La campagne agricole dans le centre-est, nous y sommes. La région se présente avec de fortes potentialités agricoles et promet des rendements à la hauteur. 452 000 tonnes, dont 127 000 pour le riz,
72 000 pour les tubercules et 450 000 pour les cultures de rente. Seulement se pose le problème des poches de sécheresse. La région en est victime pour la deuxième fois, ce qui pourrait compromettre gravement les prévisions. Le point de la campagne avec Aimé Douamba et Bernard Radiasso. La région du Centre-Est est une région qui a de fortes potentialités agricoles. Mais aujourd'hui, la campagne agricole qui se présentait assez bien selon le service technique régional de l'agriculture se trouve confrontée à une autre réalité. Cette deuxième poche de sécheresse que nous traversons est vraiment déplorable. Parce que quand vous observez certaines spéculations, vous vous rendez compte qu'ils ont besoin d'eau. Surtout le maïs qui est très sensible au stress hydrique. Agronomiquement parlant, si vous prenez une plante de riz, 30 jours avant la floraison mâle et 30 jours avant la floraison femelle, s'il y a une poche de sécheresse, on a une réduction du rendement d'au moins 30%. Sur l'ensemble des 3 provinces que compte la région, à savoir le Koulpelogo, le Kouritenga et le Boulougou, les superficies asséchées s'élèvent à 3619 hectares avec une production de 5000 tonnes déjà perdues. Mais au regard de la résilience de certains plants, l'espoir est toujours permis. Dès que les pluies vont commencer à reprendre, et je sais que les spéculations comme le choja, l'arachide, le niébé, peuvent être rattrapées. C'est seulement le riz qui a besoin suffisamment d'eau. C'est là la crainte, parce que le riz a besoin de suffisamment d'eau. Quant à la situation phytosanitaire, elle est calme pour le moment et des dispositions sont déjà prises pour parer à une éventuelle invasion d'oiseaux granivores. L'agriculture pluviale présentant beaucoup de risques, nos producteurs devront tendre vers la culture irriguée ou aménager des grandes plaines avec des systèmes d'adduction d'eau, ce qui permettra de produire en toute saison. Les producteurs qui peuvent désormais s'offrir des rendements en toute période de l'année, cela grâce à la maraîchiculture et aux nouvelles variétés de semences. Elles sont expérimentées par l'association des grossistes et détaillants d'intrants. Le test est effectué au centre de transfert de technologie de Samandeni. Visite des lieux avec Kassoum Milogo et Karim Sissi. Pour cette campagne agricole humide, 17 variétés de spéculation sont mises en valeur sur ce site du centre de transfert de technologie du village de Samandeni. Des variétés qui prennent en compte aussi bien les céréales que les cultures maraîchères. Et aujourd'hui, il est question pour le maître des lieux de partager son expérience avec une centaine de producteurs agricoles à travers cette visite commentée. L'oignon, on a 35 tonnes à l'hectare. Si vous venez sur le Gombo, on a au moins que 5000 kilos dans petite superficie là comme ça. Bon, si vous regardez le chou là, en hivernage, on ne peut pas avoir des choux comme ça, il faut une bonne variété pour le faire. Mais en n'oubliant pas qu'il faut apporter le nécessaire sur les cultures maraîchères. Nous avons mis fumier organique, nous avons mis les engrais foliaires qui est organique. Si l'exploitation de Boukari Sawadogo est devenue de nos jours une vitrine, c'est bien grâce aux variétés de semences et d'intrants que l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles Agrodia a mis à sa disposition. L'utilisation de la fumure organique a aussi été conseillée. Ce qui est beaucoup important, c'est surtout les variétés et les fertilisants. Surtout, nous parlons beaucoup de l'engrais organique. Vous avez vu que dans la plupart de nos centres, nous utilisons la fumure organique. Et c'est ce que nous devrons promouvoir, bien sûr, pour régénérer nos sols qui sont déjà très pauvres. Et aussi, nous avons voulu sensibiliser les gens à l'utilisation abusive des pesticides. Pour les dire, avec la sécheresse qui avance, il va falloir que les gens diminuent un peu l'utilisation de ces pesticides abusifs-là, parce que ça dégrade les sols de 1, et en cas de poche de sécheresse, ça peut affecter un peu le rendement. Cette visite commentée a prévalu à montrer que les cultures maraîchères sont possibles en saison hivernale. Vous avez bien vu au niveau de la variété Prima, au niveau de l'oignon, que la variété a bien donné, c'est une variété hivernale, la variété aussi a très bien donné. C'est pareil aussi pour le Gombo, la variété Maya F1, c'est des bonnes variétés aussi qui sont déjà présentes, qui donnent la possibilité aussi à nos producteurs que non seulement on peut cultiver aussi les céréales pendant la saison pluvieuse, mais aussi on peut faire de la culture maraîchère pendant la saison hivernale. Cette parcelle de coton a aussi bénéficié de l'apport de certains intrants agricoles. Un apport qui, selon les experts du domaine,
a permis une bonne croissance des plants et une bonne fixation des capsules. Toute chose qui pourrait accroître le rendement de 30%. L'INERA lui poursuit sa quête de culture résiliente répondant aux besoins des pays de l'Afrique de l'Ouest. Un travail qui s'exécute dans le cadre du projet de renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles. L'Union européenne et le CORAF viennent en appui avec du matériel d'équipement. La remise avec Amado Ilboudo et bienvenue Tonsa. L'Union européenne et le CORAF dotent l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA de ressources en vue d'accroître ses capacités opérationnelles, du matériel roulant, des équipements de laboratoire, du matériel informatique, des fourrages équipés de systèmes solaires, des chambres froides solaires et des aires de séchage. Il vise à améliorer les conditions de travail et l'environnement de recherche des sélectionneurs. Nous avons des chercheurs assez compétents en matière de sélection dans tous les domaines et que l'accompagnement dont ils bénéficient va être un accompagnement qui va leur permettre effectivement de répondre aux attentes et aux besoins de nos populations. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet ABE, renforcement des réseaux et des capacités institutionnelles en amélioration des plantes pour le développement de cultures résilientes répondant aux besoins des paysans d'Afrique de l'Ouest. C'est très important effectivement de soutenir le développement d'une agriculture résiliente, d'une agriculture au bénéfice des producteurs, au bénéfice des populations, qui puisse aussi résister justement les défis du changement climatique. Ce programme vient nous permettre de rassembler nos intelligences collectives sur un projet de développement de nouvelles variétés ou de la diffusion à grande échelle pour justement résoudre ces problèmes de changement climatique avec des variétés appropriées. Du matériel et des équipements évalués à plus de 200 millions de francs CFA, ils devront contribuer au renforcement de la résilience dans le domaine agricole. Le FESPACO, une vitrine qui s'est imposée au fil des ans comme rendez-vous incontournable des acteurs du cinéma. De lui, Tombiano, membre fondateur du festival et premier secrétaire permanent, à Moussa Alex Awadogo, actuel délégué général, ils sont près d'une dizaine à hisser le flambeau de l'événement et accroître sa visibilité. Retour sur les différents délégués depuis plus d'un demi-siècle avec Isia Kanana. Le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un des plus grands festivals de cinéma sur le continent africain. Créé en 1969 sous le nom de Premier Festival de cinéma africain de Ouagadougou, il se tient tous les 2 ans. En plus d'un demi-siècle d'existence, le FESPACO s'est fait une renommée au-delà des frontières du Burkina Faso. Une notoriété acquise grâce à l'engagement et au dévouement d'hommes et de femmes qui se sont succédés à sa tête, parmi lesquels Louis Tombiano. Membre fondateur du festival, il est le premier secrétaire permanent du Festival du cinéma africain de Ouagadougou après son institutionnalisation et la création d'un secrétariat permanent en 1970. Sous la houlette de Louis Tombiano en 1979, le festival devient biennal et se tient les années impaires, souvent le dernier samedi du mois de février. À sa suite, Alimata Salamberi, également membre fondatrice du festival, elle en a été la secrétaire permanente de 1982 à 1984. 2 années marquées notamment par la création du marché international du cinéma et de la télévision africaine, MICA. Philippe Savadogo est le 3e secrétaire permanent du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un poste qu'il va occuper de 1984 à 1996. Son mandat sera marqué par la création d'une Lumachan, la renaissance de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, la création d'une section diaspora dans la sélection officielle du FESPACO en 1987 à la 8e édition de l'étalon de Yenenga, d'une section TV vidéo à la 10e édition en 1991. En 1993, la tenue du FESPACO prend une autre dimension avec l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture sous forme de spectacle événementiel au stade du 4 août de Ouagadougou à la 11e édition. Le FESPACO, sous la houlette de Philippe Savadogo, voit également la mise en place d'une fondation.
Baba Ama est le 4e secrétaire permanent du FESPACO. À son actif, 6 éditions de la Biennale du cinéma africain. De 1996 à 2008, Baba Ama a également imprimé sa marque à la tête du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Mise en service du site internet du FESPACO, création d'un comité de sélection des films et surtout l'érection du FESPACO en établissement public à caractère administratif de l'État, doté désormais d'un nouveau siège. L'on note également sous la direction de Baba Ama l'élargissement du palmarès du FESPACO par l'instauration des talents et des poulains d'or, d'argent et de bronze et surtout la valorisation du film documentaire par la création de la section documentaire dans la sélection officielle. L'année 2009 consacre les 40 ans du FESPACO, l'année également qui marque une année pleine de gestion de Michel Ouedraogo, 5e délégué général arrivé en 2008. Un nouveau délégué général qui apporte également sa touche à la valorisation du film documentaire avec la création de 2 prix. C'est également sous sa direction que se tient la première édition des Journées cinématographiques de la femme africaine de l'image, JCFA, une lucarne ouverte à la chaîne féminine dans le cinéma. Michel Ouedraogo sera remplacé en 2014 par Adjouma Soma. Il est le 6e délégué général du FESPACO, un délégué qui œuvre à l'introduction du numérique dans la compétition et à l'évolution des prix décernés aux lauréats des 3 différents étalons. L'ouverture du FESPACO aux œuvres de la diaspora est également à mettre à son actif, une innovation intervenue à la 22e édition en 2015. Toutes ces initiatives ont renforcé l'image du FESPACO et accru sa visibilité. Depuis le 14 octobre 2020, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO est dirigé par Moussa Alexa Sawadogo. Une semaine à Goursi, l'aventure se referme ce jour avec les dernières découvertes. Pour cela, nous mettons le cap sur les hauts fourneaux de Kendibo. La localité, fief des forgerons, est située à une vingtaine de kilomètres de Goursi. Construite au 8e siècle avant Jésus-Christ, elle abrite également des puits d'extraction du fer. C'est en juillet 2019 et après une longue procédure que le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les hauts fourneaux de Kendibo, c'est dans ce reportage de Sié Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Site de métallurgie ancienne de fer de Kendibo. Quelques puits d'extraction de minerais qui résistent encore aux intempéries. De ces puits sortaient autrefois des minerais et seuls les forgerons avaient la technique de détection des endroits regorgeant plus de minerais. Quand il pleut, les vieux se promènent et regardent et la partie où il y a de la vapeur, ça veut dire qu'à l'intérieur ici, là, si on y creuse, là, on peut trouver du minerai, on peut trouver du fer. Ici, ce sont plusieurs dizaines de puits qui sont toujours visibles. De ces puits sortaient des pierres qui ensuite sont convoyées au fourneau et érigées à un jet de pierre de là. Et l'extraction du fer se faisait avec ingéniosité, mais de façon pratique. Comment se passait l'extraction du fer avec ces fourneaux? Une fois qu'on a le minerai, on dépose notre charbon, notre minerai, notre charbon, notre minerai, jusqu'à ce que ça atteigne une certaine hauteur. Et on termine par le charbon de bois. Et ensuite, vous voyez, bon, c'est vrai que c'est un peu bouché par les termitières, mais il y a des ouvertures. Et ce sont à travers ces ouvertures-là que le vent arrive à souffler tout cet embrasement-là. Et une fois que c'est prêt, la lave coule à partir de ces ouvertures. Le fer pur, prêt à être modélé à la forge, coule alors au sol. Le site de métallurgie ancienne de fer de Kendibo serait construit au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'un des 5 éléments de la métallurgie ancienne de fer du Burkina Faso, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en juillet 2019 après une longue procédure. Cependant, le site de Kendibo croule sur le poids de l'âge, mais aussi il est menacé par la nature. Des experts de l'UNESCO sont venus. Ils ont essayé de prélever un peu pour voir quelle technique nous allons utiliser pour pouvoir détruire cette termitière-là. Parce que quand on regarde la termitière, on se pose plusieurs questions. Est-ce que cette termitière est construite ou bien est détruite? Donc, quand les résultats seront disponibles là, on saura maintenant quelle solution adapter face à la situation. Le site de métallurgie ancienne de fer de Kendibo s'étend sur une 60aine d'hectares. Avec son classement patrimoine mondial de l'UNESCO, des grands chantiers sont prévus par l'État et l'UNESCO.
Il s'agit entre autres de la construction d'une auberge pour touristes et du désenclavement du site, nous confie Jean-Jacques Dima. Elle est cantatrice de Gourcy, bien connue de la scène de la Semaine nationale de la culture. Lui est instrumentaliste aveugle et griot du Palais Royal. Tous deux puisent leur savoir dans l'histoire des Mossé et du Yatenga. Nos reporters Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba nous invitent à mieux les découvrir dans ces portraits croisés. Ahadi Sandamba que nous retrouverons juste après ce reportage. Un nouveau jour se lève pour Michel Kébri. Nous sommes à Niesga, un village rattaché à la commune urbaine de Gourcy. Comme chaque matin, Michel quitte sa chambre, le violon en main. Aveugle, depuis l'âge de 6 ans, Michel est aujourd'hui âgé de 110 ans. Le violon, c'est un don divin. Depuis sa tendre enfance, Michel fabrique ses instruments de ses propres mains. C'est à l'âge de 6 ans que j'ai perdu la vue suite à une maladie. Et c'est quand j'avais environ 15 ans que j'ai commencé à jouer au violon. Dans le temps, quand tu devenais aveugle, on cherchait un instrument de musique afin que tu te prononces jouer et mendier. Ce n'est pas comme aujourd'hui. De la distraction au cours d'histoire, il berce les populations de son ressort territorial. C'est la mémoire vivante du Yatenga. Il est griot à la cour royale de Gourcy. L'histoire des Mossé de Yatenga, Michel la conte, de jour comme de nuit, au profit de la jeune génération. Elle est née griotte, encore moins une aveugle. Mieux, elle est bien connue de la scène musicale traditionnelle burkinabé. Abzeta Ouedraogo, car c'est d'elle qu'il s'agit, est une cantatrice. L'histoire de la musique avec Abzeta remonte à son jeune âge. Quand j'étais petite, je chantais mais clandestinement. Avec mes camarades, on se retrouvait chaque soir pour faire des simulations. C'est quand je me suis mariée que mon père a su que je chantais. Et toutes celles avec qui on chantait sont mariées également ici en ville. C'est ainsi que nous avons décidé de créer une troupe. C'était sous la Révolution. Elles vont donc créer la troupe Sougrounouman avec Abzeta comme cantatrice. Une carrière d'artiste se construit au fil du temps pour Abzeta qui avoue avoir tout obtenu avec sa voix. Oui, la troupe Sougrounouman a été plusieurs fois lauréate à la phase finale de la SNC. Ahadi Sandamba, merci pour la confraternité que vous nous faites de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Ruth Bini-Ouattara. Alors, un gourmand chez les Yatsé pour une semaine. Dites-nous un peu comment s'est passé justement ce séjour. Bon, il faut dire que dans l'ensemble, le séjour s'est très bien passé, étant donné que j'étais chez moi. Parce que je le disais à qui veut l'entendre, je suis sur les terres de mes ancêtres. Parce que n'oubliez pas que tout le Yatenga, c'est un territoire annexe du Gouloumou. Donc, j'étais chez moi. D'accord, voilà. je ne prendrai pas partie dans cette lutte-là. D'accord, et dites-nous un peu comment les choses se sont passées pour vous au niveau du tournage. Gourcy, c'est une petite localité. Est-ce qu'il y a eu du mal à trouver des sujets d'intérêt? Bon, il faut dire que Gourcy est certes petit, mais je vous avoue que par exemple, les 14 reportages qu'on a compilés, si nous sommes rentrés avec une vingtaine de sujets, on était obligé de compiler pour avoir vraiment les 14, vraiment ce qui est essentiel. Gourcy est petit, mais il y a de la matière. Il y a toujours de la matière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé au cours de la semaine. Bon, vous n'avez pas abordé tel aspect, vous n'avez pas... Bon, je me dis qu'en une semaine, on ne peut pas tout épuiser. Tout à fait. Effectivement, et aussi, il y a la pluie qui nous a empêchés, peut-être dans le volet, dans le chapitre difficulté. On va peut-être y justement, revenir. C'était la prochaine question pour cet entretien. Qu'est-ce que vous avez rencontré, en tout cas, comme difficulté particulière sur le terrain? Bon, sur le terrain, j'avoue que les Yatsé ont bien servi leur maître parce qu'ils étaient disponibles, toujours disponibles.
vraiment à nous recevoir, à nous accompagner partout où on voulait y aller. Vraiment, c'était intéressant. Mais Dame Nature nous a empêchés de travailler pendant 2 jours successifs. Il a plu 2 jours successivement, du matin jusqu'au soir. C'était difficile. Bon, on était obligé de faire avec. Voilà, à part ça, on n'a pas rencontré d'autres difficultés. Côté technique, j'étais avec une équipe vraiment super. Ah, tant mieux alors. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que la campagne agricole, en tout cas, se présente sous de bons auspices au niveau de Gourcy? Bon, quand on quittait la zone, il y avait vraiment quelques soucis de pluie. Je crois que on a fait pratiquement 4 autres jours. Avant de revenir, il n'y avait pas de pluie. Les plans vraiment présentaient des aspects de stress hydrique, comme on aime à le dire, comme aiment le dire les techniciens. Mais bon, dans l'un ou l'autre, peut-être ça peut... peut-être qu'après, il y a eu la pluie qui est venue vraiment compenser cela. D'accord. Alors, Ahadi Sandamba, qu'est-ce qui vous a marqué justement pendant ces quelques jours à Gourcy? Il y a 2 faits qui m'ont marqué à Gourcy. Sinon 3. D'accord. Le premier, c'est la divagation des animaux. Voilà, c'est un sujet peut-être qu'on a tourné, mais qu'on n'a pas pu mettre en boîte, diffuser. Parce qu'à Gourcy, la première des choses, quand tu arrives à Gourcy, c'est des animaux qui t'accueillent. Et chaque fois des accidents sur le seul goudron qui traverse la ville. Donc c'est vraiment un fait très remarquable. C'est quelque chose que les autorités municipales auraient vraiment... ils ont du pain sur la planche. Je m'amusais d'ailleurs avec le maire en disant, moi je ne comprends pas. Je comprends pourquoi nous vous traitons d'animaux. Parce que ici quand on arrive, c'est des moutons, c'est des bœufs ou bien qui nous empêchent de circuler. Et l'autre aspect, c'est le manque de caniveaux. Après une pluie, il y a des quartiers qui sont inaccessibles. Aucun caniveau dans la ville de Gourcy. Bon, je me dis que c'est un problème. Accompagné peut-être d'une faible urbanisation, Gourcy, chef-lieu de province, quand vous regardez, vraiment, il n'y a pas un bâtiment digne de ce nom. Quand on voulait faire des images en hauteur, je m'amusais, si c'était à Fada ou si c'était à Diapaga, je pouvais avoir tel ou tel étage pour monter le dessus. Je pense que vous risquez de vous retrouver avec un comité d'accueil à la sortie. Non, il n'y a pas de problème. Et maintenant, le dernier fait qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment la disponibilité. Je reviens là-dessus pour dire vraiment un grand merci. On a eu un guide, un papa comme guide, le secrétaire général du comité de jumelage Olonne-sur-Mer et la ville de Gourcy, Ladi Omar Ouedraogo, que je salue de passage, et l'ensemble de tous ceux avec qui il a collaboré pour nous permettre de tourner vraiment dans la tranquillité, aussi avoir des rendez-vous à des bonnes dates et aussi tourner dans la quiétude. Vraiment, mon chapeau. Et mon chapeau également, je ne peux pas terminer sans remercier toute l'équipe qui m'a accompagné. Et comme d'habitude, c'était bon, on est toujours en famille. Et c'est toujours bon comme ça. Merci à vous les gars. Donc au nom de la RTV, nous allons dire merci à toute la population de Gourcy. Merci d'être venu sur ce plateau à Hadi. Suite de cette édition, la tradition est respectée pour le Conseil régional de l'Est. L'excellence scolaire est une fois de plus célébrée par les récompenses aux meilleurs acteurs, du primaire au secondaire en passant par la formation professionnelle. Ils sont plus de 300 à bénéficier de l'eau estimée à plus de 26 millions de nos francs. Amidou Lankwande et Jérôme Tendano, pardon. Ils sont les meilleurs au primaire, au poste primaire, au secondaire et à la formation professionnelle au titre de l'année académique 2020-2021 dans la région de l'Est. Le Conseil régional et ses partenaires les honorent ici à travers une journée dédiée à l'excellence scolaire. Vous savez que notre région est agressée depuis 2018 et en dépit de tout ça, nous avons pu trouver la résilience qu'il faut pour continuer à éduquer nos enfants. Les plus méritants ont été récompensés pour montrer que leur travail nous a plu. Et ce que nous souhaitons de plus, qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre à notre région de garder toujours sa place d'antan. Je voudrais au nom des parrains dire tout simplement toute notre admiration. En vous accompagnant, je dirais tout simplement une chose, nous ne faisons que nous accompagner nous-mêmes, accompagner nos enfants. Donc nous n'avons pratiquement pas droit à des remerciements parce qu'on ne remercie pas quelqu'un pour ce qu'il fait pour lui-même. Les lauréats, eux, expriment leur gratitude et surtout promettent de toujours travailler à porter haut la région de l'Est. On s'est donné à fond pour pouvoir atteindre notre objectif et par la grâce de Dieu, ça a donné. Je remercie vraiment les autorités, tous ceux qui se sont mis à la tâche pour le déroulement de cette séance. Notre reconnaissance au Conseil régional de l'Est pour ses efforts
Nous prenons l'engagement ici de toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour le bonheur de notre système éducatif et pour la culture de l'excellence. Peu avant la solennité de l'excellence scolaire, les officiels ont visité plusieurs chantiers d'infrastructures éducatives financés par le Conseil régional de l'Est. Une marche silencieuse pour rendre un hommage à une victime du grand banditisme. Il s'agit de Mounia Drabo, assassinée le 26 septembre dans le quartier Rimketa de Ouagadougou. La marche vise également à interpeller les autorités sur l'insécurité grandissante et exiger l'ouverture d'un commissariat. Adama Giti et Ahadi Sanamba. Des habitants de Rimketa, un quartier périphérique de Ouagadougou, battent ici le pavé. Ils manifestent leur tristesse par rapport au drame du 27 septembre dernier. Ce jour-là, Mounia Drabo a été abattu aux environs de 21h par des individus armés non encore identifiés. C'est une marche pacifique pour attirer l'attention des autorités sur la situation d'insécurité que vivent les populations dans cette zone. Cet assassinat porte au moins à 4 le nombre de personnes qui sont tuées dans l'arrondissement. Dans les mêmes conditions, cette situation met les populations dans une psychose généralisée car chaque habitant peut être la prochaine victime. L'arrondissement 8 il est très vaste en population et en superficie, mais c'est dommage qu'il n'y ait aucun point de sécurité, et notamment pas de commissariat, pas de gendarmerie. Donc aux autorités, j'aimerais quand même qu'ils renforcent ce dispositif-là. Face à la situation, les autorités locales, tout en avouant leur impuissance, appellent au secours pour plus de sécurité. Ce n'est pas une voie en tant que telle, mais les gens l'utilisent parce que ça vous permet de rentrer chez vous facilement. Bon, c'est ça aussi qui amène les problèmes. Donc nous allons en tout cas, au nom de toute la population de l'arrondissement 8, demander l'aide qu'on essaie de voir côté voirie, surtout, et puis l'éclairage. En plus de la sécurisation de la zone, les marcheurs demandent également que justice soit faite pour Mounia Drabo. A noter que cette marche a mobilisé aussi bien les populations de Rimketa que des élèves et étudiants venus d'autres arrondissements de la commune de Ouagadougou. Elle se nomme Tatiana Laetitia Traoré, elle est en classe de 3e et elle est sacrée Miss Faso Eben 2021. C'est par une moyenne de 15,54 qu'elle a réussi à dévancer ses 10 autres concurrentes à cette 3e édition. Le compte-rendu de la cérémonie avec Césaire Carrefour et Sekou Zango. Tatiana Laetitia Traoré, étudiante en première année de communication d'entreprise, est la nouvelle ambassadrice du concours de beauté Miss Faso Eben. Avec une moyenne de 15,54 sur 20, elle est élue à l'issue de la compétition qui a opposé 11 candidates. Un concours initié pour magnifier la beauté naturelle. Les candidates défilent en tenue traditionnelle et de soirée. Lors de leur dernier passage, chaque candidate livre un message pour sensibiliser sur les dangers liés à l'utilisation des produits éclaircissants. Je suis très heureuse. Je vois que tous mes efforts durant tout ce temps n'ont pas été vains. Je compte lutter beaucoup contre la dépigmentation et conseille plutôt des produits naturels. La promotrice de Miss Faso Eben, visiblement satisfaite de cette 3e édition, défend son initiative qui est de valoriser le teint naturel et la beauté africaine. Le message est en train de passer parce que de plus en plus on a des candidates qui sont venus s'inscrire parce que cette année on a eu beaucoup de candidates qui sont inscrites. Ça veut dire que le message est en train de porter loin et que les gens sont fiers quand même d'être noirs, d'être naturellement clairs, parce que quand nous on dit beauté naturelle, c'est pas uniquement les femmes noires, les hommes noirs, parce qu'on englobe tous ceux qui gardent leur teint naturel. Les candidates ont été évaluées sur un ensemble de critères, notamment le teint naturel, la chevelure, l'éloquence et la prestance. La première et la deuxième dauphine, ainsi que toutes les participantes, repartent avec des lots. La présidente du jury, par ailleurs dermatologue, loue l'initiative et invite les Africains à préserver leur teint afin d'éviter les maladies de la peau.
Et c'est ce qui referme cette édition. Compagnon de la semaine, Moussa Sanon et ses équipes aux manettes pour les Vosgités. Merci également aux équipes rédactionnelles et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir.